Amateurs de frissons, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous narrer 3 histoires d'horreur. Certains auront peut-être remarqué, ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, et la raison, c'est l'arrivée de mon bébé dans ma vie il y a un peu plus de 3 mois. Donc malheureusement, je vais avoir un peu moins de temps pour réaliser du contenu, mais je vais quand même essayer de vous réaliser des vidéos 1 à 2 fois par mois. J'ai pris ces derniers mois pour profiter avec ma femme et mon bébé, en plus avec le travail et tout ça, ça a été compliqué, mais maintenant on revient avec cette vidéo et pour en profiter un maximum, je peux vous conseiller d'éteindre vos lumières, de vous mettre un casque audio et de vous plonger dans l'histoire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous appréciez ce contenu, à vous abonner et à laisser un commentaire pour me faire part de vos impressions, ça m'aidera énormément. Je vous laisse découvrir ces histoires et je vous souhaite une bonne écoute. Dernièrement, je me réveille encore épuisé. Même si je me couche tôt, je me lève en ayant l'impression de ne pas avoir dormi depuis des jours. Essayer de me lever pour aller au travail était presque impossible, ce qui était étrange pour moi parce que j'ai toujours été une personne pleine d'énergie. Quelques heures de sommeil et j'étais toujours prêt à partir. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Après une série de tests, même mon médecin ne trouvait rien d'anormal chez moi. Le seul changement récent dans ma vie était mon petit ami qui avait emménagé et je partageais un lit pour la première fois de ma vie. Steven était le premier amour de ma vie et c'était ma première relation sérieuse. Je ne voulais pas gâcher les choses en le faisant dormir dans la chambre d'amis. J'aimais bien avoir Steven autour de moi. Il prenait vraiment soin de moi et m'apportait du thé à la camomille chaque soir avant de dormir. La douleur dans ma hanche était vive et pulsait le long du côté droit de mon corps. J'ai sauté du lit et j'ai failli m'effondrer en essayant d'atteindre la salle de bain. « Steven, peux-tu venir ici ?» ai-je crié. Un gros hématome sombre couvrait ma hanche, comme si j'avais été agressé dans mon sommeil avec une barre de métal. « Qu'est-ce qui se passe ?» a dit Steven en se précipitant dans la salle de bain. « Est-ce que je suis tombé du lit ou quelque chose comme ça ?» Steven avait une expression étrange sur le visage. Je pouvais jurer qu'il avait l'air coupable de quelque chose. Probablement, je sais pas. Sa réponse était désinvolte, ce qui a fait tourbillonner toutes sortes de pensées dans ma tête. « Ce n'est pas normal, Steven. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Tu devrais probablement voir un médecin alors. » a-t-il dit froidement avant de quitter rapidement la salle de bain. Mon médecin était toujours à court d'idées et m'a suggéré de voir quelqu'un pour écarter toute intention malveillante. Steven était toujours désinvolte envers moi pendant que nous conduisions à l'hôpital. « Je suis sûr que c'est rien. Tu es probablement juste stressé par le travail. Les gens ne se réveillent pas avec des bleus à cause du stress, » ai-je pensé en colère. Le médecin à l'hôpital a pris mon sang et m'a fait toutes sortes de tests, y compris un test de stress. J'aurais dû être heureuse quand les tests sont revenus clairs. Mais cela ne faisait que me donner l'impression de perdre la tête. Quelque chose n'allait définitivement pas chez moi. Je vous prescrirai des sédatifs, mais vos analyses de sang montrent que vous prenez déjà du nitrazépam, a expliqué le médecin. J'étais abasourdi et je ne savais pas de quoi parlait le médecin. Je n'ai jamais pris le moindre analgésique de ma vie. Le visage du médecin avait l'air aussi perplexe que je me sentais. Il a sorti ses graphiques et les a examinés à nouveau. Non, vous avez définitivement été testé positif pour le nitrazépam, qui est un puissant sédatif. Plus tard, ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon lit, 1 million de pensées différentes traversaient ma tête. Comment est-ce possible ? Me suis-je dit. Alors que j'étais assise là, Steven est entré avec mon thé à la camomille. Et juste au moment où j'étais sur le point de le porter à mes lèvres, j'ai eu une pensée des plus inquiétantes. La réalisation que mon petit ami me droguait m'a frappé comme une tonne de briques et m'a rempli d'une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai vidé le contenu de la tasse dans l'évier de la salle de bain avant de retourner au lit. « Était-il assez chaud pour toi ?» a demandé Steven en sautant dans le lit à côté de moi. « Parfait, comme toujours. » J'avais l'impression de mentir à côté d'un parfait inconnu. L'avais-je jamais vraiment connu ? Me suis-je dit en me couchant, terrifié qu'il me fasse des choses inimaginables pendant que je dormais. Je devais m'être endormi à un moment donné parce que quand je me suis réveillé, la pièce était en désordre et Steven était introuvable. Mon corps me faisait mal partout, et j'avais l'impression d'avoir été dans un combat. Qu'est-ce qui me faisait pendant mon sommeil ? Ai-je pensé. J'avais pris la décision d'aller à la police, mais j'avais besoin de preuves. Sinon, ce serait juste ma parole contre la sienne. J'avais acheté une caméra et l'avais installée dans ma chambre, pointée vers le lit. Je me suis réveillé épuisé, comme d'habitude, ce qui malheureusement signifiait qu'il m'avait fait quelque chose pendant mon sommeil. Mais je l'avais sur la caméra. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier les images. Pendant les premières heures de sommeil, il ne s'est rien passé. Pendant un moment, j'avais espéré tout imaginer, jusqu'à ce que je me voie sursauter du lit. Au début, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. C'était comme regarder un film d'horreur en me regardant ramper sur le mur de la chambre comme un démon possédé. J'ai continué à ramper sur le mur jusqu'au plafond,
regardant Steven d'en haut comme si j'étais prête à lui sauter dessus. Steven s'est réveillé, et c'était étrange de le regarder parce qu'il semblait préparé à ce qui se passait et ne semblait pas perturbé par cela. Il a sorti un bâton de sous le lit alors que je sautais du plafond au-dessus de lui, et il a passé l'heure suivante à me repousser. Je l'ai regardé me maîtriser sur le lit avant de sortir des menottes et de m'attacher au lit. J'ai regardé les marques sur mes poignets, ce qui faisait maintenant sens. Dès que Steven est rentré du travail, j'ai couru et je me suis jeté dans ses bras. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu vivais chaque nuit ?» Steven haussa les épaules. « Je pensais que tu savais. Et habituellement, les drogues que je te donnais rendaient les choses un peu plus faciles. Pourquoi es-tu encore avec moi ? Ma dernière petite amie était une psychopathe jalouse. Tu es une promenade de santé en comparaison. » Ma copine et moi avions l'habitude de prendre la route les week-ends. Un lien fort entre nous était notre expérience commune de voyage en voiture avec nos familles durant notre jeunesse, une échappée bienvenue de la routine hebdomadaire. Nous avons maintenu cette tradition à l'âge adulte, trouvant refuge dans l'aventure après des semaines de travail acharné. Mais lors de notre dernière escapade, un accident a bloqué l'autoroute, nous laissant coincés pendant des heures. « Nous risquons d'être en retard », a remarqué ma copine, scrutant Reddit sur son téléphone. « Hélas, je ne peux pas faire décoller la voiture au-dessus du trafic », ai-je répondu. Conscients des risques, nous savions que ce genre d'incident était possible lors de nos voyages hors de l'État, ce qui aurait des conséquences financières désastreuses pour nous, jeunes et endettés, vivant d'un salaire à l'autre. Déterminé à trouver une solution, je suis sorti de la voiture pour évaluer la situation et chercher un itinéraire alternatif. En quelques minutes à peine, j'ai réalisé l'ampleur du problème. Un incendie causé par la collision bloquait la route, nous immobilisant pour un bon moment. De retour à la voiture, résigné, j'ai annoncé à ma copine la situation. Heureusement, elle avait trouvé une route secondaire qui contournerait l'accident. Surpris que Google Maps ne l'ait pas suggéré plus tôt, nous avons décidé de tenter notre chance malgré l'état précaire de cette route moins fréquentée. Nous avons quitté l'autoroute, bravant les règles de la route pour prendre cette alternative inattendue. À mesure que la nuit tombait, nous nous enfoncions dans des territoires de plus en plus isolés. La route secondaire était en mauvais état, rendant notre progression difficile. Loin de toute civilisation, notre anxiété montait à mesure que les kilomètres défilaient. Soudain, une voiture en panne sur la route rétrécie nous rappela le caractère inhospitalier de notre situation. Avec prudence, nous avons contourné l'obstacle, sachant que c'était notre seule chance de sortir de cet endroit sinistre. J'ai stationné la voiture à une dizaine de pieds derrière le véhicule devant nous. « Tu sais que c'est comme ça que commence chaque film d'horreur, pas vrai ?» a lancé ma copine, clairement angoissée. « Je sais, mais on n'a pas beaucoup d'options ici. » J'ai fouillé dans la boîte à gants et saisi mon Glock. Mis à part au stand de tir, je ne l'avais jamais vraiment utilisé. Mais peut-être que ça me procurerait un peu de réconfort alors que je sortais de la voiture, parfaitement en sécurité. Mais ça ne l'a pas fait. Je me suis approché lentement de la voiture, guidé par la lumière de mon téléphone dans une main et mon arme dans l'autre. Les phares étaient allumés et j'étais assez proche pour entendre le moteur tourner. J'ai demandé d'une voix ferme si quelqu'un avait besoin d'aide, tentant de contenir mes propres tremblements. Pas de réponse. En m'approchant davantage, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ça n'avait aucun sens que quelqu'un laisse sa voiture tourner au milieu de la route, alors j'ai immédiatement sorti mon arme et j'ai balayé les alentours. J'avais entendu parler de pièges où des gens agissaient ainsi pour voler ceux qui s'arrêtaient pour aider. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu un siège de bébé vide à l'arrière de la voiture. Ça m'a pris un moment pour surmonter le choc et la confusion, mais j'ai pris place au volant et déplacé la voiture hors de la route. Une fois sorti, j'ai réalisé que, mis à part ma respiration, la nuit était aussi silencieuse que la mort. Une terreur sourde m'a envahi. J'ai presque eu une crise cardiaque en entendant une voix crier à l'aide. Quelqu'un a hurlé de quelque part dans les bois. Il y avait quelque chose de très étrange dans cette voix. Elle n'avait rien d'humain. « S'il vous plaît, aidez-moi, il a emmené mon bébé. » Je suis resté silencieux, paralysé. Quel que soit celui qui appelait à l'aide, il était à quelques pas devant moi dans les bois. J'ai tenté d'ignorer cette voix, chaque fibre de mon être me poussant à courir vers ma voiture et à m'enfuir en toute sécurité. Mais une curiosité morbide m'a poussé à diriger la lumière de mon téléphone dans la direction d'où provenait la voix. Entre les arbres, j'ai aperçu une forme humanoïde, quelque chose d'inhumain. Ses caractéristiques étaient étranges, mais je pouvais voir qu'il tenait quelque chose d'humain. La petite jambe potelée d'un bébé qu'il mâchait comme une cuisse de poulet. J'ai retenu mon souffle quand il m'a souri, ses crocs grotesques tachés de rouge. La panique m'a envahi. J'ai laissé tomber mon téléphone et j'ai vidé mon arme sur la créature, cessant seulement quand la gâchette ne produisait plus aucun effet. J'ai ramassé mon téléphone et j'ai fait demi-tour, me dirigeant prudemment vers ma voiture. « Tu m'as manqué », a dit quelque chose d'une voix moqueuse, trop près de moi dans l'obscurité. J'ai sprinté vers ma voiture et j'ai démarré dès que j'ai verrouillé la porte.
J'ai roulé si vite et loin de cet endroit que j'ai failli heurter quelque chose plusieurs fois, même à des kilomètres de là. Je n'ai même pas réalisé que ma copine n'était plus sur le siège passager. Je suis souvent la cible de tir, mais ce n'est pas ce qui m'effraie le plus dans ce métier. Quand j'arrive chez quelqu'un et que je vois quelqu'un sortir avec un fusil, je sais à quoi m'attendre. Ces gens ont quelque chose à perdre. Ils sont effrayés et désemparés. Alors je leur apporte mon aide. Je leur fournis des ressources pour leur défense, les oriente vers des cabinets d'avocats, des agences gouvernementales et des organisations caritatives pour les aider à se relever. Je parle avec calme et empathie, et les gens écoutent. Certains me remercient même en rassemblant leurs affaires et en partant. Les cas de suicide sont plus complexes à gérer. J'en rencontre au moins 3 ou 4 par an, et ceux motivés par la vengeance le rendent encore plus difficile. Plus la situation est désastreuse, mieux c'est pour eux. Beaucoup pensent que la banque met en vente une maison dès la saisie, mais parfois une maison peut rester abandonnée pendant des années avant que je ne vienne la vérifier. Je découvre alors des corps solitaires, suspendus dans des salons vides, la chair presque fondue après tant de temps exposée à l'air. Cela me rend profondément triste. Ces personnes semblent être des tableaux de ressentiment, abandonnés par tous. Ils se font du mal tout en tenant des avis d'expulsion. Et lorsque j'arrive, le sang est sec et l'encre a disparu. Les plus tragiques ne se blessent pas seulement eux-mêmes, mais aussi leurs proches. Les pactes suicidaires sont plus fréquents chez les personnes âgées. Mais parfois, ce sont des familles entières. C'est rare, mais cela arrive. Des maisons chauffées par le soleil, aux rideaux tirés, où la peau des occupants est devenue aussi fine que du papier à force de rester dans la chaleur sèche de l'automne. C'est un spectacle déchirant. Chaque maison est comme son propre monde en ruine pour moi. Whisky dans les toilettes, fentanyl sous le lit, factures impayées, et cela ne s'arrête pas avec les expulsions. Ces endroits restent vides si longtemps qu'ils attirent souvent des squatteurs. La plupart sont inoffensifs, mais pas tous. Certains peuvent être mortellement dangereux. Des hommes et des femmes émaciés, aux yeux durs et aux dents manquantes, surgissent de couvertures moisies et de tentes brandissant des couteaux. Même après leur départ, ce qu'ils laissent derrière eux est un danger constant. Les vapeurs de laboratoires clandestins peuvent vous tuer lentement, et des aiguilles infectées sont cachées dans les fissures de vieux canapés. Les cuisiniers deviennent paranoïaques et piègent leur maison pour se protéger contre les voleurs. Ils sont créatifs dans leur paranoïa, avec des pièges comme des morceaux de verre sur des manches de balai ou des lames de rasoir sous les planchers. Parfois, je trouve un piège déclenché avec du sang et des cheveux sur des clous tordus, mais aucun signe de celui qui l'a déclenché. Juste une traînée de sang menant vers les bois voisins. Il est probable que la personne qui a posé le piège soit celle qui l'a déclenché. Les toxicomanes, après des jours sans sommeil, peuvent oublier leur propre piège une fois qu'il s'effondre. Une fois, j'ai découvert un homme gisant à quelques pas de son propre piège. Il avait dissimulé son argent dans une vieille boîte à lunch en métal, piégé pour suspendre tout intrus. La lame avait transpercé son coude, ressortant juste en dessous de son pouce. Il était trop tard pour le sauver. Il est mort, saignant sur le sol froid, dans la maison de sa grand-mère décédée. Une fin terrible. Sa boîte à lunch, par terre, est vide. La police suppose qu'il n'était pas seul, que quelqu'un l'a laissé mourir après avoir pris l'argent. Un mois s'est écoulé avant que je ne le découvre. Personne n'avait signalé sa disparition. On pourrait penser qu'il serait en colère, mais il semblait juste terrifié. 19 ans, en pleine cure de désintoxication, mourant lentement, recroquevillé comme un enfant, une main serrant son poignet ouvert. Vous ne pouvez pas retenir l'océan dans votre poing. Il s'échappe entre vos doigts. Ce jeune savait ce qui l'attendait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Une peur intense. La méthamphétamine est une drogue redoutable. Ces malheureux brûlent leur cerveau dans des endroits reculés. Je n'ose pas imaginer ce qu'ils voient là-bas, ce qui les hante dans l'obscurité. Une fois, j'ai découvert une caravane truffée de pièges, presque une centaine. Ils étaient simples, mais nombreux, vicieux, désespérés, entourant la caravane comme une armée d'envahisseurs. Il nous a fallu une semaine pour atteindre la porte d'entrée. Et quand nous l'avons ouverte, nous avons tous senti une étrange certitude. Ces pièges n'avaient pas été placés pour empêcher les voleurs d'entrer, mais pour empêcher quelque chose de sortir. Peut-être juste la paranoïa d'un drogué, mais l'idée que quelque chose les guettait à l'intérieur nous a tous perturbés. Pendant l'opération, des cris rapportaient des mouvements à l'intérieur de la caravane, plongeant tout le monde dans la tension. Des hommes et des femmes armés, prêts à tirer, les mains tremblantes. On se demandait tout ce qui pouvait bien être à l'intérieur pour justifier autant de pièges. Quand nous avons finalement eu la réponse, la première chose que nous avons trouvée était un laboratoire de méthamphétamine assez classique. Moins ordinaire était le corps démembré, en partie réduit en poussière par la chaleur. Il était éparpillé partout à l'intérieur. Ce n'était pas une mort naturelle, ni l'œuvre de charognards. Ce qui restait semblait avoir subi une sorte de torture atroce. Des doigts manquants, des dents et un œil arraché. Une scène d'horreur.
encore plus étrange, une poupée de porcelaine, comme celle des collections, posée sur le comptoir de la cuisine, à côté du matériel de laboratoire cassé. Ça m'a glacé le sang, compte tenu des circonstances. J'avais le sentiment que celui qui avait posé tous ces pièges avait cette poupée en tête. Ça posait la question. Qui était ce pauvre type coincé dans la caravane? Et qu'était-il arrivé à cette personne? La police a clos l'affaire. On dit que la méthamphétamine est une drogue dévastatrice, et nous le savions tous. Pourtant, j'étais moins convaincu. J'ai été témoin de nombreuses choses étranges. Qui sait ce qui a hanté cet homme isolé dans la nature, loin de toute civilisation? Mon travail me donne un aperçu de ces vies vécues loin des regards indiscrets, des histoires non racontées, des rêves brisés, et des triomphes oubliés. Mais certaines histoires ne suivent pas le cours habituel. Elles soulèvent des questions profondes, tandis que d'autres ne sont que des cauchemars, attendant leur proie. Ce monde est truffé d'aiguilles dissimulées, attendant une main curieuse. Il arrive rarement que je recommande à la banque de ne pas vendre une propriété. Ces endroits deviennent une sorte de zone interdite, établie par le gouvernement. Je ne vois que des fragments de ce mécanisme, bien au-delà de ma portée salariale. Mais il existe un système pour gérer le pire du pire. Je ne parle pas de fantômes. Aucun des cas que j'ai rencontrés jusqu'à présent ne correspondait à cela. Il peut sembler que tout soit perdu. Je le sais. Nettoyer le sang, réparer les dégâts, retirer les balles des murs. Si la prochaine famille qui s'installe doit composer avec les spectres de quelques anciens propriétaires mécontents ou de toxicomanes maladroits, eh bien, c'est la vie. Mais pour qu'un lieu soit considéré comme une zone interdite, il doit être irrécupérable et représenter une menace active pour la vie. Je parle de sites contaminés par des substances radioactives au point que le gouvernement doit construire un site d'enfouissement nucléaire pour le dissimuler. Mais c'est un exemple extrême. La plupart du temps, nous attribuons ces cas au radon ou aux résidus de méthamphétamine et nous les condamnons. J'ai rencontré un cas comme ça. Une ferme où une famille avait vécu pendant des décennies. À mon arrivée, les enfants étaient devenus adultes et les parents décédés depuis longtemps. Ils avaient essayé de garder la maison familiale, mais à la fin, la banque l'avait reprise. À première vue, la maison semblait ordinaire, juste un peu délabrée. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Dommage que je n'ai pas écouté mon intuition. J'ai franchi la porte avec les clés du shérif, espérant un travail facile. 3 heures plus tard, je ressortais par une fenêtre de cuisine brisée, le dos lacéré, la poitrine battant à tout rompre. Mes yeux se fixaient sur la fenêtre vide que je venais de fuir. Une silhouette solitaire, à peine perceptible sous le soleil éclatant, mais assez tangible pour avoir causé mes blessures. Après que le médecin m'a soigné, j'ai attendu dans la salle d'attente et j'ai essayé de contacter les anciens propriétaires, les frères et sœurs, un par un. Je voulais savoir ce qui m'avait attaqué, si quelqu'un était au courant de ce à quoi je faisais face. Les conséquences seraient graves si c'était le cas. Le fils aîné a répondu en premier. Je n'ai pas abordé directement le sujet. J'ai posé des questions subtiles, pris mon temps avant de mentionner le sous-sol. Il a ri quand je lui en ai parlé, racontant comment enfant, il évitait le sous-sol à cause de bruits étranges qu'ils attribuaient à un supposé fantôme nommé Marion, inventé par leur père pour les dissuader d'y aller. Marion, selon eux, vivait dans le sous-sol, se cachant parmi les caisses de vieux souvenirs. Il décrivait une silhouette sinistre, avec des ongles longs, une robe en toile de jute usée, des traits hideux et une verrue massive. Leur père leur avait dit que Marion mangeait les enfants, ajoutant à l'atmosphère de terreur. Ils évitaient donc le sous-sol, où se trouvait un vieux congélateur qu'ils n'osaient pas utiliser, croyant que Marion y résidait. J'ai gardé pour moi ce que j'avais découvert lors de mon inspection. Un faux mur cachant un deuxième sous-sol, une cellule sombre avec un mobilier rustique, un matelas et même un carcan en fer fixé à la fondation, ainsi qu'un fauteuil de dentiste modifié avec des entraves. Je ne lui ai rien dit, mais j'ai senti qu'il était sincère dans ses souvenirs. Et puis il y avait cette tache. Une masse floue de brun foncé et de verre presque délavé s'étendant depuis un coin de la pièce. Elle avait une texture familière. J'ai immédiatement reconnu cette tache. C'était le résidu laissé derrière après qu'une équipe de professionnels avait retiré un cadavre desséché d'une surface dure. Au début, j'ai supposé que quelqu'un avait déplacé cette tache depuis son emplacement initial. Il y avait même des empreintes de pas, mais quelque chose n'allait pas avec elle. Elle ne semblait pas normale. Elle n'était pas juste laissée dans le résidu. Elle semblait en être constituée. Quelque chose ou quelqu'un, couvert de cette substance, avait piétiné autour. Jusqu'à ce moment, mon inspection avait été ordinaire et ennuyeuse. Mais tomber sur un donjon caché n'était pas quelque chose de banal. Maintenant, je me retrouvais face à un lourd secret familial, et cela ne semblait pas tout à fait logique. J'ai pris une minute pour essayer de relier les pièces du puzzle. Avait-on déplacé un cadavre? S'était recouvert de chair en décomposition, puis avait marché en laissant une trace? Pourquoi donc pieds nus? Et pourquoi ne pas nettoyer après coup? Et comment était-il à la fois maladroit et précis? Il n'y avait aucune trace de traînée. J'ai examiné de plus près ces empreintes, et un frisson m'a traversé. De petits pieds. Ceux d'une femme. Nous connaissons tous cette histoire, pas besoin de la répéter. Un sous-sol éloigné, des entraves. Un membre de la famille apparemment ordinaire. Un chasseur,
mais aussi un putain de malade. Alors qui était mort dans ce sous-sol? Et qui avait laissé ses traces? Mais tout le monde n'était pas resté au sol. Avec une main tremblante, j'ai suivi certaines empreintes vers le mur où elles montaient la surface verticale et se dirigeaient vers le haut, vers le plafond. Soudain, une sueur froide s'est formée dans le creux de mon cou, et un sentiment d'étrangeté m'a envahi. Au-dessus, le vent soufflait. Les branches des arbres gémissaient dans la cour, créant des sons venus d'ailleurs. Je pouvais l'imaginer dans mon esprit, là-haut, pas loin. Ma voiture, assise à l'ombre. Ces images semblaient appartenir à un autre monde. Je voulais désespérément y retourner, laisser ce sordide trou derrière moi. Tout ce que j'avais à faire, c'était de sortir de ce sous-sol et rejoindre ma voiture. Seulement voilà, je n'étais pas certain de vouloir bouger. J'avais l'impression de risquer de briser quelque chose de fragile. La notion que l'angoisse rampante que je ressentais n'était que le fruit de mon imagination trop active, rien de plus. Et pourtant, je sentais que si je tentais de m'enfuir, le cauchemar déborderait dans la réalité et me poursuivrait. J'ai même essayé de me convaincre que je ne savais pas ce qui s'était passé dans cette pièce. Peut-être un jeu, une mascarade entre lui et sa femme, mais alors, j'ai à nouveau regardé le fauteuil. Le cuir craquelé, les sangles antiques effilochées. Certaines d'entre elles portaient des traces de dents. J'ai pris une profonde inspiration et ai repris le contrôle de mes jambes. À moins de voir quelque chose de vivant là-haut, je devais admettre que j'étais bel et bien seul. Alors, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher, les yeux rivés vers l'avant, l'esprit armé contre les petits gémissements et les craquements qui semblaient me suivre, émergeant des ombres. Je ne pouvais m'empêcher de compléter les vides de l'histoire de ce sous-sol, même en me disant d'arrêter. Il est possible que l'un d'entre eux soit décédé en premier. Peut-être elle, peut-être lui. Il est envisageable qu'il l'ait laissé mourir de faim par ennui, ou peut-être qu'il ait pris cette décision pour échapper à la capture imminente. Il est également possible qu'elle se soit suicidée en se blessant avec un objet tranchant. Cependant, son décès est certain, et elle est restée morte pendant une période prolongée, au moins quelques mois pour que la décomposition prenne effet. Elle a perdu toute cohésion, sa peau, ses muscles, son sang s'évaporant tel un bouchon de moisissure sur une tasse de café oubliée. Je pouvais imaginer, dans ma tête, sa déchéance, comme un time-lapse en pâte à modeler, un tourbillon de couleurs. Cependant, d'une manière ou d'une autre, le processus naturel de décomposition s'est interrompu. Elle n'a pas totalement disparu et personne n'est venu la retirer. Les traces étaient bien là, sur le sol, les murs et le plafond, n'est-ce pas? Elle gît inerte. Elle est décédée. Puis, d'une façon ou d'une autre, elle s'est relevée. En atteignant le sommet des escaliers menant au sous-sol, j'étais tellement pris de panique que la sueur dégoulinait sur mon front. Jusqu'à présent, je n'avais vu que des vieux cartons, des caisses et des objets délaissés, des outils de jardinage couverts de toiles d'araignée et de logos effacés. Pourtant, cela ne signifiait pas que j'étais seul. Il régnait quelque chose de sinistre en ces lieux, je le ressentais. Une chaleur oppressante, une aura palpable de malveillance, même en l'absence d'une présence physique. C'était si dérangeant que lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai ressenti un bref soulagement, similaire à celui que l'on éprouve en retournant au lit après être allé aux toilettes au milieu de la nuit, convaincu qu'un spectre nous suivait. Je ris nerveusement. Puis, quelque chose de froid et de dur s'enroula autour de ma cheville. Une main jaillit entre les lattes de l'escalier, semblant surgir d'un monde imaginaire pour s'introduire dans la réalité. Je baissai les yeux, mon cœur battant résonnant comme un tonnerre dans mes oreilles, et je commençais lentement à assimiler ce que je voyais, morceau par morceau. Tout d'abord, la main, tordue, noire, tellement sombre qu'elle semblait être faite d'ombre, seulement visible grâce à la lumière de la porte ouverte. Ensuite, sous l'ombre, un visage, semblable à un crâne enveloppé dans un sac poubelle, le plastique tiré et serré, révélant le contour étouffant de ses yeux vides et de sa bouche béante. J'aurais imaginé quelque chose de plus macabre, digne d'un film d'horreur. Mais la réalité de ce sous-sol était bien différente. Je ne voyais que des fragments, dont je ne pouvais pas décrire avec certitude l'ensemble de la scène. Mais ce n'était certainement pas un fantôme, un cadavre, ou quoi que ce soit que j'aurais pu imaginer, tant dans la vie réelle que dans les films. Elle avait l'apparence d'un monstre, un véritable cauchemar. Et ma réaction était celle d'un enfant face au croque-mitaine. Un grognement terrifié s'est échappé de ma bouche alors que je retirais ma jambe d'un geste brusque, surpris par ma propre rapidité. Mais peu importe ce qui se dissimulait sous cet escalier, c'était Agile. Avant que je puisse faire un autre mouvement, elle était déjà sur moi, m'envoyant au sol. La dernière image que j'ai eue avant que mon menton ne frappe le sol de la cuisine, c'était Marion, vêtue d'une robe faite de sacs de farine. À l'époque, ce détail m'était apparu insignifiant. Mais avec le recul, j'ai compris que ce vêtement particulier aurait une signification bien plus sinistre, un indice sur l'identité de l'homme responsable du sous-sol caché. Il n'avait pas simplement attendu,
caché quand la famille avait emménagé. Il avait semé des indices macabres dans l'histoire qu'il racontait à ses enfants, prévoyant peut-être que si un jour sa captive s'échappait et que ses enfants la voyaient, leur réaction instinctive serait celle de la fuite. À ce moment-là, je ne connaissais rien de tout cela. Je n'avais qu'une vague notion de l'entité qui m'avait attaqué. Une entité emplie de haine, c'était certain. Quelque chose qui avait connu la mort dans cette pièce sordide et qui était revenu à la vie. Son indignation était palpable. Elle m'a submergé, se jetant sur mon dos et hurlant d'une manière terrifiante. J'étais tétanisé, tremblant d'effroi et de réaliser que c'était un cauchemar auquel je ne pouvais échapper. Elle a commencé à travailler sur mon dos, ses doigts invisibles mais brûlants comme des aiguilles de tatouage. La douleur était insupportable, mais heureusement de courte durée. La souffrance m'a fait convulser, la renversant et la faisant chuter. Ce bref instant de liberté m'a donné la force de me relever, de me précipiter hors de la fenêtre la plus proche, indifférent aux coupures qui marquaient ma peau. Si vous aviez ressenti ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai ressenti, vous auriez fait de même. Ces blessures n'étaient pas de simples égratignures. Les médecins les ont comparées à celles infligées par une méduse transformant la chair en une éponge poreuse après avoir été piquée par des millions d'aiguilles hypodermiques. Des greffes de peau ont été nécessaires. Même aujourd'hui, mon dos ressemble à celui d'une victime d'une tondeuse. La douleur est toujours présente lorsque j'enfile mon t-shirt chaque matin. Pourtant, ces blessures ne sont pas les pires, seulement les plus visibles. Elles ont cependant été utiles pour convaincre la banque de ne pas vendre la maison. Normalement, cela aurait nécessité beaucoup de démarches, mais après avoir examiné les rapports médicaux, ils ont préféré la condamner et la remettre à un département gouvernemental spécialisé. Cette maison est désormais abandonnée, entourée de clôtures, chaque fenêtre recouverte de panneaux avertissant des dangers toxiques. Avec le recul, j'aurais dû écouter mes instincts. Les squatteurs ne quittent pas un lieu sans une bonne raison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces histoires vous auront plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, laisser un commentaire et vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux frissons et à la prochaine.